Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui reste assez tabou, la sexualité pendant et après un cancer. On sait que les traitements, les douleurs, la fatigue peut aussi influencer et venir un petit peu bouleverser la vie intime et engendrer une modification du coup du désir. Comment du coup réapprendre à s'aimer ? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser, à désirer, à se connecter à l'autre, à retrouver une forme de plaisir et de confiance. La sexualité, de toute façon, de manière générale, est un sujet un peu tabou, dont on parle peu, qu'on a peur d'aborder, dans la famille, dans les amis, dans la société aussi. Et pour nous aider à y voir plus clair, on est aujourd'hui avec vous, Anne-Laure Seda, psychologue et sexologue au Centre Oscar-Lambret, et vous, Nora Alloy, gynécologue, sexologue également au Centre Oscar-Lambret. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous. Bonjour Charlotte. Merci. Le cancer et toutes du coup les problématiques qu'il engendre s'immiscent dans le quotidien et dans la vie de tous les jours et modifient la sexualité, peut impacter la sexualité. Et malheureusement, c'est pas la première question qu'on se pose, je pense, quand on vient d'apprendre un cancer. Mais tout doucement, on va y venir parce que c'est une problématique que les patientes et les patients rencontrent quotidiennement. Anne-Laure, quand on parle sexualité, qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce qu'on peut aussi parler de santé sexuelle ? Tout à fait. L'OMS, depuis 1975, a clairement défini la santé sexuelle comme un état de bien-être physique, mental, social, en rapport avec la sexualité, avec les rapports sexuels. Elle ne consiste pas uniquement en l'absence de maladies, de dysfonctions ou d'infirmités. C'est vraiment une approche positive et respectueuse de la sexualité, ce concept de santé sexuelle, et qui surtout reconnaît la possibilité pour chaque individu d'avoir des expériences sexuelles agréables, sûres, sécures, sans discrimination ni violence. Donc c'est vraiment un concept qui a permis aussi d'ouvrir sur la notion de droit sexuel. Tout individu a des droits sexuels qui doivent être respectés. Et la santé sexuelle est reconnue comme faisant partie intégrante de la qualité de vie. On va parler impact de la sexualité. Comment et pourquoi le cancer impacte la sexualité ? Pour des raisons multiples, une intrication de facteurs, des facteurs physiologiques, des facteurs somatiques et des facteurs psychologiques. Alors, sur le plan physiologique, déjà la maladie en elle-même, la localisation de certains cancers vont directement induire des dysfonctionnements, ils vont impacter la fonction sexuelle. Il y a bien sûr les effets secondaires des traitements, les effets secondaires des chimiothérapies, des radiothérapies, des hormonothérapies, évidemment. Et puis l'impact psychologique, c'est une maladie qui s'accompagne encore aujourd'hui de représentations extrêmement angoissantes, des représentations autour de l'altération de l'image corporelle. C'est une maladie qui occasionne encore beaucoup de peur, qui génère énormément d'anxiété, énormément d'angoisse, et tout ça va créer bien évidemment un climat qui va pas être propice pour le désir et pour le plaisir. Et puis l'impact sur l'image corporelle. Très rapidement, dès les premiers examens, dès les premières investigations, dès les premiers traitements, le corps va très vite devenir objet de soins, objet d'investigation médicale. Très vite, le corps va être désérotisé. Et c'est finalement la relation du couple, quand il y a un couple, qui va rapidement être désérotisé, qui va rapidement se désexualiser. Derrière le soutien, l'aide apportée à l'autre, derrière la tendresse. Et vraiment, la sexualité va être reléguée souvent bien après tout ça. Tout à fait. Ce qui me semble moi aussi important de souligner, c'est que les difficultés sexuelles peuvent concerner tous les patients et toutes les patientes, sans distinction d'âge ni d'orientation sexuelle, et que ça concerne aussi tous les cancers, pas uniquement les cancers de la sphère génitale ou de la sphère pelvienne. Tous les cancers peuvent occasionner des dysfonctions sur le plan sexuel, et que c'est aussi une préoccupation qu'il faut avoir quel que soit le stade de la maladie, même dans les cas de maladies métastatiques, même dans des prises en charge palliatives exclusives, les questions d'intimité, les questions de sexualité peuvent effectivement être des préoccupations pour nos patients. Tu te poses peut-être pas les mêmes questions en fonction du stade de la maladie. Et du coup, je pense que la relation aussi à l'autre
et au corps, elle est différente. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi les représentations des soignants qui estiment que quand la maladie est métastatique, voire quand elle est dans une phase palliative, que l'intime ne fait plus partie des préoccupations des patients. Et on sait aujourd'hui que c'est pas tout à fait vrai. Il y a des patients, effectivement, même en phase palliative, qui nous questionnent sur justement cette problématique-là. Pendant le parcours, quand est-ce que finalement on aborde ce sujet de la sexualité ? Parce que les problématiques, comme on le disait, elles ne sont pas les mêmes en fonction des différentes étapes de la maladie. En fait, ça peut être abordé à n'importe quel moment. En tout cas, le patient, lui, est en droit, il est légitime à tout moment d'aborder la question. Ça, c'est important pour les patients qu'ils le sachent. Après, les soignants, les médecins en particulier, ou les infirmières de parcours abordent la question. Alors ça peut être au moment, c'est rarement quand même au moment de l'annonce, c'est pas le moment, au moment où on explique les traitements, dans les effets secondaires des traitements. Le thème, il y a beaucoup d'effets secondaires qui vont toucher différents systèmes du corps. À ce moment-là, déjà, ça peut être abordé. Mais souvent, c'est abordé dans une énumération de symptômes possibles. Donc, ça arrive au milieu du reste. Et c'est pas forcément relevé à ce moment-là ou rattrapé par le patient à ce moment-là. D'accord ? En tout cas, à tout moment, c'est quand même assez souvent dans l'après-cancer. C'est quand même souvent dans l'après-cancer, soit immédiatement, après la fin des chimios par exemple, ou à la fin des rayons, ou parfois beaucoup plus tardivement. Et ça, il y a des réticences du côté du monde soignant qui sont en train de, petit à petit, de s'améliorer, qu'on est en train de... on essaye d'améliorer ça, le fait de poser systématiquement la question de l'intime, et les freins, on les connaît. C'est la peur de ne pas savoir répondre aux questionnements des patients, parce que c'est pas le tout de poser la question, il faut aussi pouvoir avoir du répondant, de ne pas savoir prendre en charge ou de ne pas savoir à qui adresser. D'accord ? Mais c'est pour ça qu'ici, au centre Oscar Lambret, il y a Anne-Laure, il y a moi-même, il y a aussi un réseau de villes qui existe. Pour savoir que les patients ont des ressources, et les patients peuvent aussi demander à leur oncologue, à leur médecin traitant, à leur gynécologue. Ils peuvent poser des questions à tout moment. C'est la priorité, c'est le patient. Quand le besoin, quand il y a une souffrance ou un questionnement de ce côté-là, ça peut être posé à tout moment. Et alors, comment réussir à en parler avec son partenaire ? Parce qu'effectivement, il y a le fait d'en parler avec l'équipe médicale pour avoir des tips pour essayer d'améliorer ces sujets-là, mais avec son partenaire, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des recommandations à nous partager ? La première recommandation, c'est de communiquer sur tous les plans déjà. Il n'y a pas que la sexualité, mais expliquer parfois les patients, pour préserver leur entourage, n'expliquent pas forcément exactement ce qui s'est passé au moment de la chimio, au moment des rayons, les douleurs, les peurs, etc. Donc déjà, il faut expliquer ça. Expliquer aussi la fatigue, qui est un gros frein aussi à la sexualité. Et après, comment l'aborder ? Peut-être un moment privilégié. Expliquer, un moment, il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de non-dits, effectivement. Alors, ça peut être vraiment une accroche toute simple, à l'occasion d'une consultation médicale, à l'occasion de quelque chose dans l'intime qui ne se déroule pas comme ça se déroulait avant. Ça peut être vraiment à n'importe quel moment. Et comment le dire ? C'est maintenant j'ai des traitements, ça m'occasionne tel ou tel symptôme, et c'est pour ça que je vais moins vers toi, c'est pour ça que peut-être tu as l'impression que je m'éloigne. Ça, c'est très personnel, mais c'est une conversation qu'il faut avoir à un moment ou à un autre. Quand le partenaire a été présent à un moment ou à un autre des soins, soit en consultation, soit au moment des chimios ou des rayons, ça peut être plus facile parce que il y a une prise de conscience de l'impact physique et psychique. Je pense que ce qui est important de pouvoir dire aux gens, c'est que quand la difficulté est là, quand elle se présente, elle ne va pas se résorber toute seule dans le temps, comme ça, spontanément, et que du coup, il va bien falloir mettre des mots avec l'autre là-dessus. Sans cette communication, sans cet échange, il n'y aura pas d'avancée possible. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire aux gens. Ça ne va pas se résorber seul. Il faut d'abord en parler, ouvrir une porte,
et que c'est vraiment par étape, progressivement, que les choses vont pouvoir s'arranger, parce que ça va s'arranger. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de dire, en communiquant, bien sûr, en allant vers. Oui, parce que le risque, c'est vraiment le repli de chacun, que chacun se replie sur soi. Le partenaire, il peut être très compréhensif, très patient, mais il ne peut pas deviner, même en étant dans une grande empathie. Et même des couples très anciens, il ne peut pas deviner exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'à un moment, il faut expliquer. Vous parliez des effets secondaires, effectivement, des traitements. Est-ce qu'il y a des conseils pratiques? Parce que je sais qu'un certain nombre de traitements, en fonction de la pathologie, peut avoir un impact sur des cas de sécheresse vaginale, par exemple. Qu'est-ce qu'on recommande dans ces moments-là? Alors pour la sécheresse vaginale, qui peut être induite, quels que soient les traitements finalement, mais surtout les chimios, ça va durer une sécheresse vaginale, soit par ménopause induite, soit par le mécanisme de la chimio elle-même. Ça, déjà, il y a des hydratants vaginaux qui sont en vente libre en pharmacie. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller en pharmacie, demander conseil aux pharmaciens ou aux préparateurs. Il y a plein de formules sans hormones. Alors, ce n'est pas remboursé malheureusement. C'est un soin du corps à s'accorder. Et ça, il n'y a déjà pas besoin de consultation médicale en attendant une consultation dédiée si besoin. Mais c'est pareil pour le rapport lui-même avec pénétration vaginale. Le lubrifiant doit être utilisé systématiquement. Donc, c'est vraiment changer les habitudes, mais pour pouvoir avancer. D'accord, changer les habitudes, parce que qui dit sécheresse dit rapport douloureux, insatisfaisant, et donc évitement lors des prochains rapports. Donc c'est dommage s'il y a uniquement une sécheresse légère. Voilà, faut pas se mettre en difficulté. Voilà, rien que ça. Et tu parlais justement de douleur par rapport au rapport. Est-ce que ça aussi, il y a des conseils qu'on peut donner pour... Alors, moi, en tant que gynécologue, quand il y a une douleur au moment du rapport, c'est-à-dire plus précisément la pénétration vaginale, parce qu'une sexualité, c'est pas que la pénétration vaginale, mais si on parle bien de la pénétration vaginale, il faut consulter quand même pour vérifier au niveau anatomique que tout aille bien, qu'il n'y ait pas une cause autre à cette douleur, qui est souvent due à la sécheresse, qui peut être due aussi à une angoisse d'anticipation, qui va induire une contracture du périnée et un petit peu un cercle vicieux qui va s'installer. D'accord ? La peur d'un rapport déplaisant ou carrément douloureux. Donc c'est l'examen gynécologique. C'est pas la peine de répéter les tentatives de rapport douloureux. Il vaut mieux peut-être trouver une alternative en attendant de consulter, que les choses se calment, de garder la communication et le contact avec le partenaire ou la partenaire. Et puis déjà de se faire examiner, ça c'est la chose indispensable. Et de pas se forcer surtout, parce que je rencontre beaucoup de patientes qui vont quand même y aller, comme on dit. Elles vont avoir des rapports douloureux, elles serrent les dents. Bon, ça c'est pas souhaitable. Parce que ça détériore finalement après l'acte en lui-même, le plaisir qu'il peut donner. Il n'y a pas de plaisir, et puis le partenaire s'en rend compte et c'est déplaisant pour lui aussi. Ça ne pourra durer qu'un temps. Voilà. Dans le temps, ça ne pourra pas durer. De toute façon, c'est pas possible. Il faudra forcément que ça s'arrête à un moment donné et pouvoir envisager d'autres choses. Et ça, c'est une grande partie du travail qu'on fait dans nos accompagnements en sexologie. C'est vraiment de permettre aux gens, de permettre aux couples de trouver d'autres choses, de réinventer tout leur script sexuel. En général, les gens ont des scripts sexuels habituels, routiniers, c'est normal. Jusque-là, tout fonctionnait bien. La maladie passe par là, ça ne peut plus marcher. Et voilà, il va falloir trouver d'autres choses. Et c'est ça qui est formidable dans la sexualité humaine, c'est que ça peut s'inventer, se réinventer, se créer et se recréer en permanence. Et nos accompagnements sexologiques, ils vont dans ce sens-là. Et puis expliquer aussi, comme tu le disais, que effectivement la sexualité, c'est peut-être pas juste un rapport sexuel de pénétration, ça peut aussi être autre chose. Et donc expliquer qu'il y a cette autre chose qui peut peut-être permettre aussi, dans ces moments-là, de découvrir le rapport à l'autre autrement. Très bien. Et en cas justement de perte et de diminution de la libido. Alors ça, c'est le... Enfin, je réponds, tu veux? Oh, vas-y. C'est la libido, c'est forcément multifactoriel. Savoir, souvent, les patientes, moi, elles me disent, moi, j'ai plus envie de rien, c'est mort. Avec aussi une diminution ou une absence de ressenti, c'est-à-dire comme si la sphère érotique, la sphère génitale était complètement éteinte. Alors,
c'est multifactoriel. Ça peut être du fait déjà de l'impact d'avoir un cancer, avec un état psychique, une non-disponibilité, tu t'en parleras mieux que moi, à la sexualité à ce moment-là. Il y a les traitements, notamment les hormonothérapies, qui ont vraiment un gros impact sur le désir sexuel, avec une lubrification aussi qui se fait moins aisément, plus lentement, moins intensément. Après, il peut y avoir aussi des difficultés relationnelles malgré tout, qui ont été soit qui existaient déjà avant, soit qui ont été un petit peu révélées ou accentuées par la maladie, et tout ça va s'additionner. Il peut y avoir une espèce de burn-out de la maladie, burn-out familial, une situation de saturation qui fait que là, la sexualité, il n'y a pas la place pour la sexualité. Vraiment, c'est des cas particuliers. Voilà, et ça, c'est vraiment faire connaissance avec les patients, discuter, comprendre un petit peu ce qu'ils vivent. Voilà, pour la libido. Il n'y a pas de pilule magique pour la libido, mais c'est vraiment quelque chose... c'est quelque chose d'important, c'est le point de départ pour aller vers l'autre. C'est le désir. On se rend compte que parfois, les patients n'ont pas de goût en général pour d'autres choses, pour d'autres aspects de leur vie, des choses qui leur plaisaient avant. Voilà, et donc là, peut-être, il y a un questionnement autour de tout ce qui est psychologique, de détecter quelque chose de plus profond. Il peut y avoir une perte d'élan vital du fait de la maladie, un état dépressif aussi, parfois, qui peut s'installer. Donc là, c'est sûr que le désir sexuel ne sera pas du tout au rendez-vous. Du coup, on ne va pas travailler directement sur la libido. On va venir faire un accompagnement psychologique beaucoup plus large avant de venir travailler la question de la sexualité plus spécifiquement. Je rebondis sur ce que tu disais, sur effectivement la maladie qui peut donner un coup de projecteur sur des difficultés relationnelles, des difficultés conjugales qui jusque-là, étaient un peu masquées par la vie quotidienne, et où, avec le cancer, effectivement, tout monte comme ça à la surface. Et donc là aussi, avant de vouloir travailler le désir, le plaisir, il va falloir venir questionner un peu la relation du couple, le sens que peut encore avoir ce couple. Et ça peut être aussi des chemins douloureux que nous accompagnons. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter ou qui peuvent faire dire à un patient, une patiente, oui, en effet, je rencontre des problématiques liées à la sexualité? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être détectées, finalement détectables par chacun? Pour moi, c'est la souffrance. Mais la souffrance, elle n'est pas forcément bienveillante. Ou un sentiment de manque ou d'incomplétude. Mais souvent, c'est une souffrance qui est un peu silencieuse, qui parfois s'est installée un peu à bas bruit, comme une résignation. Et puis, qu'est-ce qui va faire consulter les gens ? Parfois, ça peut être une forme de conflit, mais qui n'est pas forcément négatif. Où souvent, l'autre, le partenaire, quand il y a un partenaire, va dire là, c'est plus, j'ai été patient, mais là, c'est plus possible. Alors, ça peut être pris pour de la pression par le patient qui a été malade. Mais on peut aussi le voir positivement, dire c'est vrai que peut-être notre couple avant ne s'est pas construit sur une absence de sexualité, et donc peut-être qu'on peut réinvestir aussi ce domaine. Ça peut être aussi adressé par un médecin, un collègue, qui va poser une question, et puis à travers cette question, par exemple, comment ça se passe au niveau des rapports, le patient va répondre vous savez, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus du tout, on a laissé ça de côté, ou on a renoncé. Alors il y a le renoncement qui est un choix, et il y a le renoncement subi, c'est pas du tout la même chose. Et donc cette question, dire est-ce qu'il y a encore une sexualité ? Non, il y en a plus. Voilà, le patient va se dire est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça me convient pas ? Si ça me convient, ça convient au partenaire, et c'est tout. Nous, c'est tout. On s'arrête là. En revanche, si en fait ça devient douloureux, on s'en rend pas forcément compte, parce que parfois c'est des choses qui se font peu à peu. Être en bonne santé sexuelle, ça peut être aussi ne pas avoir de sexualité et s'en sentir bien, finalement. D'accord. Ce qui est important en santé sexuelle, c'est le niveau de satisfaction éprouvé par la personne. Et certaines personnes peuvent avoir un renoncement extrêmement serein, extrêmement apaisant.
un renoncement à la sexualité qui peut être serein, apaisé, et où finalement le couple, quand il y a un couple, parce qu'il n'y a pas forcément de couple, le couple peut retrouver une autre forme d'harmonie sans sexualité, et finalement pouvant même se sentir soulagé quelque part de ne plus se mettre cette pression-là à retrouver à tout prix une activité sexuelle qui finalement n'est plus possible ou n'est plus satisfaisante pour X raisons. Donc en matière de santé sexuelle, il n'y a jamais d'injonction. On peut se sentir en bonne santé sexuelle sans avoir de vie sexuelle. Le tout est d'être bien, finalement. C'est ça. D'être OK et en accord avec sa mère. Voilà. Souvent, ce qui induit une difficulté, c'est quand il y a une disharmonie des attentes. C'est un grand motif de consultation. Oui. C'est-à-dire, moi, en tant que gynéco, je vois beaucoup de femmes qui viennent, à la base, elles viennent pas pour elles viennent, je viens vous voir parce que moi, mon mari, il veut. Moi, ça me dit rien du tout, mais je tiens à mon couple et à mon mari, et donc je viens vous voir. Mais cependant, même si ça démarre un peu, il faudrait que ça vienne des deux personnes, mais ça peut évoluer. Il faut comprendre que la libido, c'est quelque chose aussi qui peut être intellectualisé, qui peut devenir cérébral, parce que du fait des traitements, du fait de la physiologie qui s'est modifiée, ce seront plus les mêmes stimulus. Ce seront plus les mêmes. Les envies vont se manifester différemment. Mais ça, c'est très personnel, c'est très. Voilà, ça se fait pas à pas, c'est de la curiosité, de la créativité. Voilà, petit focus quand même sur les patientes et patients qui ne sont pas en couple, qui sont tout aussi légitimes à consulter ou à poser des questions concernant la sexualité, l'intimité à leur praticien, ou à prendre directement rendez-vous en consultation de sexo. Parce que justement ces patientes, enfin je dis patientes parce que je suis gynéco, donc c'est ce que je vois le plus souvent, vont avoir tendance à se renfermer davantage, à s'isoler parfois davantage, à avoir envie à s'auto-censurer au niveau des rencontres, avec souvent quand même une tristesse de tout ça. C'est quelque chose qui est subi, qui n'est pas toujours volontaire. Ça peut l'être, mais quand ce n'est pas le cas, vraiment, il faut ne pas hésiter à venir, à poser des questions sur cette libido absente. Les questions qui reviennent souvent des patientes qui ne sont pas en couple, c'est qu'est-ce que je vais dire si je rencontre quelqu'un ? J'ai quand même envie de rencontrer quelqu'un, peut-être pas tout de suite. Est-ce que j'explique que j'ai un cancer ? Qu'est-ce que je dis sur mes traitements ? C'est bien de pouvoir en discuter un moment et d'avoir ce temps un petit peu entre le médical pur et... c'est pas, moi je suis pas psychologue, donc ça c'est plutôt Anne-Laure, mais de pouvoir un petit peu décortiquer qu'est-ce qui fait peur, où ça coince exactement. Il y a souvent l'image du corps aussi, les prises de poids, la mastectomie, les cicatrices. Est-ce que je peux transmettre la maladie à mon partenaire ? Tout ce que je vous dis, j'invente pas. C'est les patientes qui posent les questions. Donc voilà, faut vraiment venir en consultation et en parler. Continuer à communiquer sur le sujet. Ouais. Justement, j'allais te poser la question de toutes les questions que les patientes te posaient, mais finalement, là, on a fait un focus sur les patientes qui sont pas en couple, mais pour les patientes qui sont en couple, qu'est-ce qu'elles te partagent ? Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Elles ont peur parfois que la maladie revienne, que le fait de reprendre une sexualité provoque une résurgence de la maladie. Donc ça, c'est une croyance. Donc c'est faux médicalement et scientifiquement. Donc je leur explique. Après, parfois, c'est entre le rationnel et une croyance ou peut-être presque une superstition. Bon, voilà. Mais il faut essayer de rassurer le plus possible. Donc la reprise de l'intimité, la reprise des rapports sexuels c'est vraiment favorable à la santé, peut être favorable à la santé et au bien-être. C'est ça qu'il faut retenir. Donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Après, l'angoisse de la récidive, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est, quel que soit le type de cancer, effectivement, c'est quelque chose dans les premiers mois qui suivent la fin des traitements. C'est quelque chose qui peut être très invalidant, qui peut vraiment empêcher la reprise du chemin de vie. Et ça, ça fait vraiment partie des choses qu'on travaille là pour le coup en accompagnement psychologique. Comment pouvoir augmenter son niveau de tolérance à cette incertitude. C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, c'est quelque chose qui se résorbe petit à petit, mais c'est un frein à beaucoup de choses, cette peur de la récidive, pas qu'à la reprise de l'activité sexuelle. Si on devait terminer sur quelque chose, un petit mot pour la fin, quelque chose de positif, qu'est-ce que vous alliez partager ? Que vraiment l'intimité, la sexualité, l'intimité doit être maintenue
dans le couple. Je parle pas de sexualité, mais vraiment de ce qui fait que les gens ont été en couple, d'accord ? Que le goût de la rencontre peut être maintenu aussi pour les patients qui n'ont pas de partenaire, et que vraiment l'accompagnement sexo, c'est pas pour tenir la main des gens toute la vie, c'est vraiment pour les remettre sur les rails, peut-être les guider, les aider à voir plus clair, leur donner aussi des outils vraiment très concrets et pratiques, parce qu'il n'y a pas que les hydratants, les lubrifiants, il y a aussi d'autres choses. Et donc c'est vraiment... Voilà, la plupart des couples retrouvent une vie sexuelle et intime tout à fait satisfaisante. Mais que le temps seul, sans rien faire, n'arrange pas tout. Donc autant être proactif dès le départ. Voilà. Si l'intimité, la sexualité était une sphère importante dans la vie du couple et dans l'existence de ce couple, raison de plus pour y travailler. Voilà. Mais ça va demander du travail et puis de l'accompagnement, en effet. Merci pour cet éclairage, merci d'être là avec plaisir. Nous. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.